Je m'appelle James Parkinson. Mon nom est écrit et prononcé des millions de fois chaque jour dans le monde, et pourtant je n'ai pas de visage. À ma mort, en 1824, on a célébré le grand paléontologiste que je fus, pas le Médusa. 40 années après ma mort, mon estimé confrère, le professeur Jean-Martin Charcot, a proposé de donner mon nom à cette maladie insaisissable que je vais nommer paralysie tremblante dans mon essai paru en 1817, et qui devint pour le monde entier la maladie de Parkinson. Parkinson's disease. Mais aucune gravure, aucune peinture me représentant n'a traversé le temps. Voilà pourquoi je n'ai pas de visage. Cependant, je suis bien réel, puisque je vous parle. Mais m'objecterez-vous, que fais-je ici en l'an 2025, alors que je suis mort depuis 201 ans? Je me dois de vous en narrer les circonstances. Il y a quelque temps, Michael J. Fox, dont le caractère fantasque et aventurier est reconnu, et persiste malgré l'aggravation de sa maladie, ma maladie devrais-je dire, a décidé de me rendre visite à Londres en 1817 pour faire plus ample connaissance et me tenir au courant de ce que ma maladie devenait au XXIe siècle. Il a donc ressorti du garage la DeLorean de retour vers le futur et mis le cap sur Hoxton 1817. Une fois la surprise passée, ce fut une magnifique rencontre. Et quelques heures et quelques pintes plus tard, nous étions copains comme cochons. Le lendemain, alors que Michael, redevenu sérieux, commençait à me raconter son combat contre ma maladie, je l'interrompis. Tout genre à voyager dans le temps et possède 2 places. Si tu m'emmenais plus tôt, je verrais par moi-même. Ton entourage ne va pas s'inquiéter de ton absence. Je lui en raconterai que je pars à la chasse aux fossiles et aux habitudes de mes escapades. Et me voici là, à la fondation de Michael, à New York. En quelques heures, j'ai dû absorber 2 siècles de progrès techniques, et malgré le génie de mon cerveau, je suis encore sous le choc. Sachant que je n'ai qu'une semaine à passer dans votre temps, j'ai décidé de me concentrer sur ma maladie. De témoigner les clôtis merveilleux que vous appelez vidéo. J'ai vite compris les atouts de cette technique. Mais ayant besoin d'aide, j'ai contracté Mark de Parkinson Follies, dont j'ai apprécié l'humour et la coupe de cheveux qui m'a rappelé Doc, inventeur de la DeLorean qui m'a transporté chez vous. Ensemble, nous avons concocté un programme de 7 jours, en 7 étapes, pour analyser avec des yeux neufs la pandémie Parkinson. Et ces yeux neufs, en réalité vieux de 270 ans, les miens, vont découvrir ce que vous ne voyez plus, trop habitué que vous êtes à l'autodestruction de l'humanité, qui m'a sauté aux yeux dès mon atterrissage dans votre époque. Mon ami Michael m'a invité à passer la journée avec lui à sa fondation. J'y ai rencontré une quantité de jeunes gens très sympathiques et fort compétents. Ils prennent très au sérieux leur job, avec une décontraction qui m'a étonné. Leur vie au travail n'a rien à voir avec la dure vie que mènent les ouvriers de mon quartier. En 1817, ils travaillent dans des conditions terribles, 60 à 80 heures par semaine, 6 jours sur 7. J'en ai profité pour me faire expliquer l'historique, les progrès, des connaissances de ma maladie depuis un petit opuscule de 1817. Et ce fut un nouveau choc pour moi. En dépit de tous les moyens dont vous disposez de vos jours, malgré les sommes considérables que vous avez consacrées, vous ne savez toujours pas expliquer les causes de la maladie. Vous n'avez pas non plus de tests ou de marqueurs pour confirmer vos diagnostics que vous délivrez à l'ancienne, comme de mon temps, ce qui occasionne souvent des retards. Et pire que tout, vous n'avez toujours pas trouvé de médicaments efficaces pour guérir ou simplement ralentir l'évolution de ma maladie lorsqu'elle est diagnostiquée. Depuis 50 ans, vous utilisez une molécule dont les effets secondaires sont parfois pires que les effets positifs, et d'autres molécules qui ne valent guère mieux. Vous trouvez peut-être mon jugement un peu brutal. Vous découvrirez durant cette semaine que mon caractère est entier, que je n'hésite pas à dire ce que je pense. D'ailleurs, vous le savez déjà, si vous avez lu mes pamphlets politiques de jeunesse, si vous avez noté mon soutien permanent à la Révolution française, mon ami Michael
et d'autres figures de sa fondation ont tenté de me convaincre que vous étiez à la veille de découvertes fondamentales qui pourraient conduire à l'éradication de ma maladie. J'ai admis que votre rôle pour lever des fonds privés pour la recherche était louable, que la compétence et la sincérité des équipes de chercheurs n'étaient pas en cause. Mais je n'en démords pas sur un point. La lutte contre la pandémie passe prioritairement par l'élimination des causes. Je crains qu'il ne soit impossible de réparer le cerveau. Il faut tout faire pour éviter qu'il ne s'abîme. Je suis maintenant pressé de voir ce que mon quartier d'Hoxton à Londres devenir. J'y pars ce soir avec Martin à bord de la DeLorean, de retour vers le futur, dont nous utilisons les propriétés de voyage instantané dans l'espace, qu'elle possède en plus de voyager dans le temps. Je crains de ne pas arriver à m'endormir, bouleversé que je suis par tout ce que j'ai découvert de l'évolution de l'humanité ces derniers 200 ans. À demain matin depuis Hoxton, pour le deuxième jour de notre extraordinaire aventure. Le soleil se lève sur Londres dans un ciel clair sans nuages. Vos efforts pour diminuer la pollution atmosphérique ont été efficaces. Dans mon temps, le charbon, combustible principal de notre révolution industrielle, crée un fog permanent sur la ville, responsable de nombreuses maladies respiratoires dans les populations exposées. J'ai cependant appris que pour obtenir ces résultats, vous aviez exporté la pollution vers d'autres pays, en particulier la Chine que je visiterai demain. Un nouvel exemple de l'hypocrisie de votre monde et de votre aveuglement. Aujourd'hui, je vais prendre le bus et le métro, et flâner aussi sur mes deux jambes, et tâcher de comprendre un peu comment vous avez ouvert la porte à une explosion de ma maladie. Ce soir, je suis totalement abattu. Et ce n'est pas dû au décalage horaire avec New York, ni au décalage séculaire avec 1817. Je viens de lire que ces dernières décennies, ma maladie a connu une hausse estimée à 274%. Entre 1990 et 2021, le nombre de personnes touchées dans le monde est ainsi passé de 3,15 à 11,8 millions. D'ici 2050, le nombre de malades devrait atteindre 25,2 millions, soit une hausse de 112% par rapport à 2021. En décrivant les 6 cas que j'avais observés, je n'aurais jamais imaginé qu'il serait 25 millions de siècles plus tard. En tant que médecin d'un quartier populaire, j'essaye d'aider les femmes, des hommes et des enfants qui souffrent de malnutrition, de la pollution de l'air, du froid, de l'épuisement au travail. Et j'ai du mal à admettre qu'avec tous les progrès techniques et des connaissances, vous restiez impuissants et quasi inactifs devant cette explosion de la maladie de Parkinson, puisqu'il faut l'appeler par son nom. En réalité, je crains que ce soit bien pire que de l'impuissance ou de l'indifférence, mais plutôt du domaine de la responsabilité ou de la complicité. Les milliers de molécules synthétiques que vous avez fabriquées et balancées sans précaution dans l'environnement, comme pesticides, solvants, additifs, colorants, médicaments, isolants, peinture, lubrifiants, combustibles, excipients divers et quantité d'autres usages, ont rendu l'environnement dangereux et toxique. L'explosion des cancers et des maladies neurodégénératives en est la conséquence directe. Les lobbies puissants de l'agriculture industrielle et de l'industrie agroalimentaire perpétuent l'empoisonnement de la nourriture, de l'eau et même des cours d'école en détruisant la biodiversité. J'ai été estomaqué d'apprendre que les populations d'insectes en Europe ont diminué de 80% en 30 ans. Que n'entendrions-nous pas si c'était les insectes qui avaient détruit 80% des populations d'humains? Les insectes, ça vous fait rire. Mais les virus et les bactéries, c'est moins sûr. Il y a peu, avec le Covid, vous avez craint de rejouer les épisodes passés de la peste noire. Dans les domaines de l'industrie et de l'énergie, ce n'est pas mieux, me semble-t-il. Mais j'ai besoin d'étudier cela plus précisément. Ce à quoi je vais m'atteler cette nuit, que nous allons passer à Shanghai. Je ne parle pas un mot de chinois. J'espère que mon nom est connu dans l'Empire du Soleil Levant, que nous ne serons pas arrêtés à notre arrivée avec la DeLorean, qui est très pratique, mais manque de discrétion.
En route, Marty. Pardon, Martin. Ne traînons pas. Nous allons perdre 7 heures de décalage horaire. La nuit sera courte. Nous avons atterri dans un quartier ancien de Shanghai, et tout s'est bien passé. Les habitants du quartier nous ont accueillis comme des princes. Nous avons fait un gîte couvert, et nous avons passé le reste de la nuit à raconter nos vies dans la langue universelle de l'humanité, l'hospitalité. Ce matin, j'ai rendez-vous au bureau du ministère de la Santé, un rendez-vous que Michael a organisé pour moi. Nous allons nous rendre dans le Shanghai moderne, par les transports en commun. Je vous raconterai ce soir la suite de mes pensées et mes nouvelles découvertes. Quelle journée, mes amis! Shanghai est une ville incroyable pour quelqu'un qui vient des années 1800. J'avais déjà été bouleversé par mon exploration de Londres, mais j'y trouvais presque partout des bâtiments qui m'étaient familiers. À New York, j'ai surtout vu la ville depuis les fenêtres de la fondation de Michael. Mais là, à Shanghai, j'ai mieux compris ce que la folle croissance économique implique. Et j'ai la confirmation que l'humanité ne tire pas les conclusions de ses erreurs. J'ai eu l'impression que le soi-disant développement économique de la Chine a reproduit 2 siècles après la première révolution industrielle que je vis à Londres en 1817. En pire, tout est démesuré ici. Les destructions, les constructions, les pollutions, les addictions, les circulations, les connexions, les dégradations, les malversations et plein d'autres mots en ayant, sauf révolution, idée que le pouvoir a abandonnée. Mon rendez-vous avec les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé fut déroutant. Ils ne furent pas surpris de me voir arriver du passé. J'ai accès à tous les documents disponibles sur la maladie de Parkinson, et c'est sans surprise que mon intuition fut confirmée. Les courbes de croissance de la maladie de Parkinson battent tous les records. Et il en est de même pour la progression des autres maladies neurodégénératives et des cancers. Au point qu'il est estimé que plus de la moitié des personnes atteintes de la maladie de Parkinson dans le monde sont en Chine. À l'affût, les multinationales de la santé lorgnent sur le juteux marché et ne s'en cachent pas. Ce soir, j'ai un peu le mal de mon temps et un gros coup de blues en découvrant que l'humanité est prête à l'autodestruction. Il a fallu à Martin de la diplomatie pour me convaincre de finir ma semaine de voyage vers mon futur. Ce soir, il m'emmène chez lui à 7. Presqu'île singulière, m'a-t-il dit, où nous dormirons sur la plage déserte, bercée par le bruit des vagues. Demain nous appartient, nous discuterons ce que c'est de vivre avec la maladie en 2025. Allez en route. Enfin, façon de parler. Nous nous réveillons au lever du soleil après une nuit reposante. Merci au bruit des vagues. Avant d'acquérir l'attention, nous devons trouver une place de parking sûre, gratuite et autorisée. Martin a l'idée de génie. Pourquoi ne pas s'installer dans un coin inoccupé du parking souterrain en construction? Parking auquel se pose depuis 3 ans un mouvement citoyen. Nous en serons le premier utilisateur, n'ayant pas besoin d'une rampe pour descendre. Rampe qui n'est pas prévue dans le projet actuel. Tout en visitant cette, Martin me raconte ce que c'est que de vivre avec cette maladie. Et je découvre un continent entier que je ne connaissais pas. L'image de l'iceberg, très utilisée, me semble judicieuse. Car voyez-vous, si la postérité me désigna découvreur de la maladie, si le professeur Charcot proposa mon nom pour la désigner, je suis en fait quasi ignorant de la majorité des symptômes que vous, malades, vivez douloureusement au quotidien.
Mon seul mérite a été de reconnaître et d'écrire 2 des 3 symptômes que l'histoire conservera pour diagnostiquer la maladie. Le tremblement au repos, la rigidité, et sa conséquence la marche penchée en avant. Ce qui me conduit à parler de paralysie agitante. Je n'ai pas expressément cité la lenteur. De plus, j'ai écrit que les facultés mentales ne sont pas altérées, ce qui n'est vrai que dans les premières phases. Malgré sa maladie, Martha a été très volubile et très claire. Ce soir, je crois avoir rattrapé une partie de mon retard. Et je suis tourneboulé. C'est une belle saloperie que cette maladie, et je comprends mieux les mots violents pour la qualifier, qu'on trouve sur les réseaux sociaux, dans la littérature, dans les groupes de parole. C'est pas vraiment un cadeau que me fait Charcot. C'est un joli nom Parkinson, mais il désigne une horreur. Je comprends que la maladie dite de Parkinson n'est pas, principalement, un trouble des mouvements désordonnés, mais avant tout une maladie neuropsychiatrique, due à la perte de neurones dans plusieurs zones du cerveau, principalement la substance noire et les neurones dopaminergiques, mais pas uniquement. Ces déséquilibres entre les neurotransmetteurs agissent sur les mouvements, mais aussi sur le goût, la sensibilité à la douleur, l'odorat, la vision, et plus largement sur l'équilibre psychique de la testosterone. Les états dépressifs sont très fréquents. Les effets secondaires de la prise prolongée de levodopa, dyskinésie, fluctuation hormonale, et les risques d'addiction liés aux agonistes dopaminergiques sont des conséquences que je découvre. Le choc de l'annonce du diagnostic est un sujet qui concerne le médecin humaniste que je suis. Comme me touche fortement la question du droit à mourir à la dignité appliquée aux maladies neurodégénératives, sujet que Martha a courageusement exposé dans l'épisode 59 de ses Parkinson Folies sur YouTube, avec une position que je soutiens. Avec ses Parkinson Folies qui comptent aujourd'hui 60 épisodes, Martha fait un travail remarquable, en explicitant la parole des malades pour aider d'autres malades, mais aussi à destination de tous, pour que la société prenne conscience des choix urgents et indispensables qu'il faut faire pour ralentir l'expansion de la pandémie. Certains sont plus optimistes encore et envisagent l'éradication possible de la pandémie. C'est le cas, entre autres, des auteurs des livres Ending Parkinson's Disease, A Prescription for Action. Demain, nous allons rencontrer l'un d'entre eux, un professeur Bas Bloom, chez lui en Hollande. J'ai hâte de le rencontrer. Car après l'avoir vu sur tête de vidéo, j'ai l'impression qu'on va bien s'entendre. Descendons dans le trou, retrouver notre Dorian. Il semble que nous ne sommes pas restés incognito. Tant mieux si cela aide des opposants de banc public à obtenir gain de cause. En route pour la Hollande, Martha m'a promis une arrivée sous un moulin à vent, près d'un champ de tulipes. Nous avons dormi sous les ailes d'un ancien moulin. Merci Martha de céder au caprice d'un vieil homme tourneboulé. Ezio, direction Nimègue, où se trouve l'université de Radboud et son centre médical, l'équivalent des CHU en France, où le professeur Bas Bloom a passé l'essentiel de sa carrière. Nous laissons la DeLorean dans un coin du campus et je pars retrouver le professeur Bloom. On se retrouve ce soir pour le compte rendu de la journée. Cette semaine que je vis dans mon futur, qui est votre présent, laissera sûrement des traces sur la suite de mon existence. La rencontre avec Michael J. Fox, d'abord chez moi à Hoxton en 1817, quand il y a moins d'une semaine Michael a rejoué Retour vers le futur, rien que pour venir me rencontrer. Puis à New York, sa fondation fut la plus forte expérience de ma vie, qui en a connu d'autres. Je lui en serai éternellement reconnaissant. La rencontre aujourd'hui avec le professeur Bloom restera un autre sommet de ma vie, et risque d'en modifier le cours. Cet homme qui a consacré toute sa vie, avec une énergie sidérante, à lutter contre la maladie qu'il porte, hélas, commençais-je à forcer mon nom, m'a accueilli avec une émotion incroyable et des mots simples et très touchants.
Pas une seconde il n'a semblé troublé par le fait que j'ai voyagé dans le temps. Nous avons fait un tour de tout ce qu'il a tenté dans sa vie, et réussi souvent, pour améliorer les conditions de vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Nous avons discuté de ses succès et de ses échecs, pour convaincre les politiciens du monde entier qu'il fallait agir vite et fort. Nous avons parlé de nous, de nos vies, du rôle des médecins dans la société. Il m'a interrogé sur mes actions envers les plus pauvres de mon quartier, sur mon rôle pour améliorer la prise en charge institutionnelle des malades mentaux. Nous avons parlé Révolution française, droits de l'homme et éducation populaire. Nous avons évoqué les découragements passagers et les moyens de les dépasser. Nous avons parlé de la solitude des lanceurs d'alerte, de la force de l'action collective. Le professeur Weisblum a publié des centaines d'articles scientifiques, prononcé des centaines de conférences, à des congrès, dans des universités, sur Internet. Il a répondu à des milliers de journalistes, de journaux, de radio, de télévision et plus encore. Tout cela en plus de son travail de soignant, d'enseignant et de chercheur à l'université. J'ai parcouru des dizaines de ses vidéos. Weisblum n'abdique jamais de ses convictions. Martin, très pragmatique, me demande de choisir une autre minute d'une vidéo pour notre compte rendu du jour. Je choisis ces 56 secondes. Enregistré alors qu'il répond aux questions des internautes, la suite d'une conférence sur Internet, qui vient de donner, pour la Parkinson Society of British Columbia, Canada, en 2022. J'y entends un cri du cœur, un appel déchirant face à l'immobilisme. Probably, the longer you look at it, it is actually stunning what we are doing to ourselves. Heart disease, Alzheimer's disease, Parkinson's disease. Many of these diseases are man-made, and I think it really is a call to action. I've called the Parkinson's disease a canary in the mine. You know, the mine workers in the old days used to have a canary, the bird, to screen for toxicity. And if the canary stopped singing, then the air was toxic and you needed to get out of the mine as quickly as possible. So it was an early warning sign. And I think Parkinson's is just the tip of the iceberg. It's a visible, recognizable condition, but it's not the only disease linked to the environment. And I really think we should act, and we should act quickly. Nous allons repenser à tout ça cette nuit, que nous passerons à Nuuk, au Groenland, dernière étape de mon voyage dans le futur. D'où je repartirai demain soir avec Michael qui nous rejoint là-bas. Nous voici de nouveau réunis tous les trois, dans un café de Nuuk. Nous avions, il y a 5 jours seulement, choisi le Groenland pour clôturer l'aventure. Pour chacun d'entre nous, le Groenland pouvait représenter le dernier refuge de la nature contre l'accaparement par les humains de la richesse des écosystèmes. En 1817, à l'époque où je retourne ce soir, c'est encore vrai. En 2025, ce n'est plus le cas. Tout au long de cette dernière journée, au cours de nos excursions, Michael et Martin m'ont mis au courant des périls mortels qui menacent ce territoire pourtant immense. La fonte des glaciers du Groenland s'accélère. L'immense calotte glaciaire du Groenland a perdu 4700 milliards de tonnes dans l'espace de 20 ans, contribuant à elle seule à une hausse des océans de 1,2 cm. L'écosystème est en plein bouleversement. Les quantités d'espèces animales et végétales sont menacées à très court terme. L'emblématique ours polaire n'aura bientôt plus de territoire suffisant pour survivre. Les modes de vie traditionnels des Inuits sont menacés dans tous les domaines. Chasse, pêche, transport, habitat, etc. L'exploitation du pétrole et de l'uranium sont interdits depuis 2011. Mais, suite aux élections législatives de 2021, un projet minier pour exploiter des terres rares est à nouveau d'actualité, piloté par une entreprise australienne avec des capitaux chinois. Donald Trump, président démocratiquement élu des États-Unis, persiste dans sa volonté d'annexer le Groenland de manière unilatérale pour s'accaparer ses richesses
qu'il compte exploiter. Nous devrons avoir le Groenland. Ce n'est pas une question de « pensez-vous que nous pouvons nous en passer ?» Nous pouvons. Si vous regardez le Groenland en ce moment, si vous regardez les voies navigables, vous avez des navires chinois et russes partout, et nous ne serons pas en mesure de faire ça. Quant à la maladie de Parkinson, on aurait pu espérer que l'absence d'industrie lourde, on n'ait plus jamais le Groenland, et particulièrement les populations inuites ou autochtones. Il n'en est rien. Une récente étude a montré un taux d'incidence de la maladie de Parkinson 2 fois plus élevé chez les Inuits du Groenland par rapport à la population de l'île danoise de Isles. Les pesticides organochlorés sont le suspect principal. À quelques minutes de mon retour vers le passé, voici l'un premier bilan. Moi, James Parkinson, toujours sans visage. Je suis heureux d'avoir vécu une semaine en 2025. Mon esprit scientifique s'est gavé d'informations qu'il va petit à petit traiter. Connaître le futur a de tout temps été un rêve des humains. Je ressens la gravité de l'expérience, rendue possible grâce à Michael J. Fox. Cependant, une autre partie de moi est triste et troublée. J'ai vécu ma jeunesse avec les rêves des encyclopédistes Diderot et d'Alembert, nourri par la conviction que le progrès des connaissances apporterait le bonheur pour l'humanité. Ce n'est, hélas, pas ce que j'ai observé 200 ans après. Et pas seulement dans le domaine de la putain de maladie de Parkinson. Ce que j'ai vécu cette semaine est si puissant que je crains de ne pouvoir continuer à vivre comme avant. Allez, Michael, nous traînons plus. Les adieux les plus courts sont les meilleurs. Si la DeLorean est prête, partons vite. Martin, qui n'est pas du voyage cette fois-ci, va pouvoir filmer notre départ. Adieu, et encore merci pour tout.